Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier l'âge de la croûte continentale. Pour ceci, il est nécessaire de maîtriser les principes de radiochronologie, c'est-à-dire de datation absolue. En gros, on va se poser la question de comment les scientifiques sont capables de retrouver l'âge d'une roche. Donc là, on va s'intéresser au principe de datation dans les roches magmatiques. Alors, voyons d'abord le principe général de cette méthode. En gros, dans chaque roche magmatique se trouvent des éléments radioactifs, qui sont qualifiés d'éléments pairs. Donc ici, dans ce graphique, ils sont qualifiés d'éléments P, P comme pair. Ces éléments radioactifs ont une tendance naturelle à se désintégrer. Donc ça, c'est ce que vous avez dû voir en physique-chimie. Et lorsqu'un élément pair se désintègre, lorsqu'un élément radioactif se désintègre, il va se transformer en un élément fils, donc qui est qualifié de radiogénique, ou encore ici dans ce graphique d'éléments F. Donc c'est pourquoi dans ce graphique, lorsque la courbe des éléments P diminue, on a une augmentation parallèlement à ça des éléments F. Au temps zéro, c'est-à-dire au temps de la fermeture du système, on verra après ce que ça signifie, la quantité d'éléments pairs est à P0 et la quantité d'éléments fils est à F0. Donc à partir de ce graphique-là, on voit bien que plus le temps s'écoule, le temps qui est ici en abscisse, moins il restera d'éléments pairs, et plus il y aura d'éléments fils. Dès lors, il suffit d'avoir accès à cette quantité d'éléments pairs et à cette quantité d'éléments fils pour savoir à peu près quel âge a la roche. C'est-à-dire qu'en gros, plus la roche sera vieille, moins il restera d'éléments pairs et plus il y aura d'éléments fils. Voilà, ça c'est le principe général de la radiochronologie. On verra que, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc associé à ce graphique, on a une équation, qui est l'équation de décroissance radioactive, qui est démontrable relativement facilement en mathématiques, et qui est donc Pt, donc la quantité d'éléments pairs au temps t, est égale à la quantité d'éléments P au temps 0, donc P0 fois exponentielle de moins lambda t, avec lambda étant une constante de radioactivité qui est spécifique de l'élément radioactif étudié. Et donc t, bien sûr, c'est le temps, donc l'âge de la roche. Donc c'est grâce à cette équation de la décroissance radioactive qu'on va pouvoir calculer un âge à partir des éléments radioactifs ou radiogéniques que l'on a dans une roche. Alors avant toute chose, j'aimerais revenir sur les conditions initiales de notre système, c'est-à-dire T0. En fait, on parle de système ouvert lorsque le système considéré, donc ici notre roche, échange avec l'extérieur des éléments. Donc là, en fait, il peut échanger à la fois des éléments pairs et des éléments fils, donc à la fois des éléments radioactifs et des éléments radiogéniques. Donc lorsque le système est ouvert, la quantité d'éléments P et d'éléments F ne dépend pas seulement du temps qui s'écoule, parce qu'il y a continuellement des échanges avec l'extérieur. Donc en fait, c'est seulement à partir du moment où le système est fermé, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus d'échange avec l'extérieur, que l'on peut enclencher notre chronomètre là, c'est-à-dire que le temps va pouvoir être mesuré par la désintégration des éléments radioactifs et donc la création des éléments radiogéniques. Donc par exemple, ici, dans mon système fermé, on a seulement 3 petits éléments radiogéniques et 14 éléments radioactifs. Eh bien, lorsque le temps va s'écouler, on a des éléments radioactifs qui vont se transformer en éléments radiogéniques, et vous voyez qu'avec le temps, progressivement, on aura de plus en plus de proportions d'éléments F par rapport aux éléments rouges. Donc on aura de plus en plus d'éléments verts ici par rapport aux éléments rouges. Alors un système fermé, à quoi ça correspond pour une roche magmatique? Eh bien en fait ça va correspondre tout simplement à la cristallisation de la roche, c'est-à-dire au refroidissement du magma, à la solidification du magma. Alors maintenant, un petit mot sur ce qu'est la demi-vie radioactive, encore appelée T1,5. Donc là, on a notre équation de décroissance radioactive, Pt égale P0 E moins lambda T. On a le coefficient, enfin la constante de désintégration, lambda, donc qui se trouve devant le T là dans mon équation. Qu'est-ce que la demi-vie? C'est la durée au cours de laquelle la moitié des éléments pairs se sont désintégrés. Donc là, vous voyez, au moment de la demi-vie, on a Pt qui est égal à P0 sur 2. Donc si je me place à cet endroit-là, on a bien P de T1,5 qui est égal à P0 E moins lambda T1,5. Et donc P T1,5 c'est égal à P0 sur 2. C'est-à-dire que c'est la quantité d'éléments pairs qu'on avait au début, donc P0, divisé par 2. C'est-à-dire c'est lorsqu'il en reste que la moitié. Donc on obtient cette équation-là. Je peux simplifier mon équation en supprimant des deux côtés de mon équation
le terme P0, voilà, et donc ça nous donne 1,5 est égal à E moins lambda T1,5. Je peux ensuite tout mettre au logarithme népérien, donc afin de supprimer ce terme exponentiel là, ce qui donne logarithme népérien de 1,5 est égal à moins lambda T1,5. D'après la règle des logarithmes que vous avez dû voir en maths, donc je sais que ln de 1,5 c'est égal à moins ln de 2, donc je peux encore simplifier mon équation comme ceci. Bien sûr, le moins va être supprimé des deux côtés, ce qui fait que lambda T1,5 c'est égal à ln de 2. Donc en fait, on a une relation assez simple qui relie lambda, la constante de désintégration, et T1,5, c'est-à-dire la demi-J radioactive. Alors maintenant, je vais essayer de trouver une nouvelle équation qui va exprimer Ft en fonction de P0, Pt et F0. Alors comment je vais faire ? Eh bien déjà, je constate dans ces graphiques-là que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'un élément P se désintègre, on a un élément F de produit. Donc je peux poser déjà cette équation, F produit égale à P désintégré. Et P désintégré, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement la quantité de P qu'on avait au début, donc P0, moins la quantité de P qui reste au moment T, c'est-à-dire moins PT. Donc en fait, c'est cette distance-là, là, sur mon graphique. Et cette distance-là sur mon graphique, c'est égal donc à F produit, qui est cette distance-là. Ce qui paraît un petit peu logique. Le problème, c'est que Ft, la quantité totale d'éléments F, ce n'est pas égal à F produit. Pourquoi ? Parce que F produit, c'est seulement la quantité de F qui était produite par la radioactivité. Or, au temps T0, on avait déjà une quantité F, donc qui était la quantité F0. Donc pour avoir la quantité Ft, il faut poser l'équation suivante, donc Ft est égal à F0, ce qu'on avait au départ, plus F produit, donc ce qui était produit par la radioactivité. Donc ensuite, si je remplace F produit par ce qu'on avait trouvé ici, ça donne l'équation suivante, Ft est égal à P0 moins Pt plus F0. Retenez bien cette petite équation parce qu'elle nous sera très utile tout à l'heure. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le concret parce qu'on va en fait étudier un moyen de datation qui est d'ailleurs un moyen qui est très souvent utilisé pour dater des roches, qui est la datation au rubidium-strontium. Donc à l'aide d'un élément pair qui est le rubidium-87, qui est un élément radioactif, qui a tendance naturellement à se désintégrer en strontium-87, donc qui est l'élément fils. L'intérêt, c'est que ce rubidium a une durée de vie radioactive qui est assez lente, donc ce qui nous permet de dater même des roches qui sont âgées de plusieurs millions, voire centaines de millions, voire milliards d'années même. Le deuxième intérêt, c'est que le rubidium en fait se substitue à un élément qui est l'aluminium dans les roches magmatiques. Or, de l'aluminium, on en retrouve dans plein de minéraux, dont par exemple le feldspath. Donc à l'aide de cette méthode de rubidium-strontium, on peut dater des basaltes, des gabbros, des granites, des rhyolites, énormément de types de roches différents. Alors, on va maintenant utiliser les deux équations qu'on a trouvées tout à l'heure. Donc la première équation, c'est l'équation de décroissance radioactive. Donc Pt égale P0, E moins lambda T. Donc c'est la première équation qu'on a vue dans ce cours. Cette équation, je peux la transformer de la manière suivante, c'est-à-dire que à la place de Pt égale P0, E moins lambda T, je peux transformer ça en P0 est égal à Pt, E lambda T. Pourquoi ? Parce qu'on a mis E moins lambda T au dénominateur, et donc d'après les propriétés de la fonction exponentielle, lorsqu'on a 1 sur E puissance moins x, c'est pareil que E puissance x. Donc Pt sur E puissance moins lambda T, c'est pareil que Pt fois E puissance lambda T. La deuxième équation, c'est celle qu'on vient de trouver tout à l'heure, à savoir que Ft est égal à P0 moins Pt plus F0. Donc là, j'ai un système de deux équations. À l'aide de ce système-là, je vais obtenir cette équation. Donc en fait, j'ai remplacé P0 dans ma deuxième équation par Pt E lambda T. Donc ça donne bien Ft est égal à Pt E lambda T moins Pt plus F0. À l'aide de cette équation, je peux mettre Pt en facteur. Donc ce qui me donne l'équation suivante, Ft est égal Pt facteur de E lambda T moins 1 plus F0. Si je remplace avec les quantités de rubidium 87 et de strontium 87, Pt c'est le rubidium 87 au temps T, Ft c'est la quantité de strontium 87, donc c'est l'élément fils au temps T, et enfin F0 c'est la quantité de strontium au temps 0. Donc ça donne l'équation suivante, qui apparaît ici dans ce cadre-là. Le problème, c'est que
Dans cette équation, comme on peut le constater, il y a des éléments qui sont connus, qui sont mesurés, mais il y a deux inconnus. Le temps, bien sûr, parce que c'est l'âge de la roche que l'on cherche, donc évidemment que le temps est inconnu, mais on a également une deuxième inconnue qui est le SR 87,0, donc qui correspond à la quantité de strontium 87 au temps 0. Ça, on ne le connaît pas. Du coup, même si on a toutes les autres valeurs, donc bien sûr lambda c'est la constante de désintégration, on la connaît, Rb87 et strontium 87 au temps T, on le connaît parce que c'est mesurable sur notre caillou, sur notre roche, mais il nous reste tout de même deux inconnus. Donc une équation à deux inconnus, est-ce que c'est résolvable ça? Eh bien non, on ne peut pas trouver de solution à cette équation. Donc vous voyez que là, on a un problème. Donc en fait, pour résoudre cette équation quand même, et donc pour trouver l'âge de la roche, il va falloir considérer plusieurs minéraux. Et donc en considérant plusieurs minéraux, on va pouvoir lever la deuxième inconnue, qui est la quantité initiale de strontium 87. Donc comment faire pour cela? Eh bien en fait, on est obligé de diviser les deux côtés de l'équation par l'isotope stable qui est 86 SR. Donc 86 SR, c'est un isotope du strontium, donc qui présente un neutron de moins par rapport au strontium 87, mais cet isotope, il a la propriété de rester constant au cours du temps, donc parce qu'il n'est ni généré par radioactivité et ni radioactif lui-même. Donc ce strontium 86, il est constant, donc c'est pour ça qu'on peut sans mal diviser les deux côtés de l'équation par cette constante, donc par ce SR86. En quoi ça va nous aider à résoudre notre équation? Parce que la quantité SR87,0 sur SR86, ce rapport-là, il est toujours inconnu, mais il est identique pour tous les minéraux. C'est-à-dire qu'au temps 0, dans notre roche, eh bien, pour n'importe lequel des minéraux qui se forment, on va avoir ce rapport-là qui sera identique. Du coup, cette inconnue-là, on va pouvoir la lever grâce à cette petite astuce. Donc si je récapitule, imaginons que l'on considère deux minéraux. Donc on a les deux équations qui correspondent aux deux minéraux. Donc le SR87 sur SR86, ça c'est mesuré dans la roche, donc parce que on le mesure au temps T. Pareil pour le Rb87 sur le SR86, ça c'est mesuré également. Mais donc ces deux valeurs-là, bon, même si elles sont connues, donc mesurées, elles diffèrent d'un minéral à l'autre. Donc ça va être variable d'un minéral à l'autre. Le temps, c'est ce qu'on cherche, donc il est inconnu. Mais l'intérêt, c'est que d'un minéral à l'autre, ce temps, c'est le même. Évidemment que la roche, elle va cristalliser en une fois, donc quel que soit le minéral que l'on va considérer dans cette roche magmatique, le temps sera le même. Et enfin, le rapport, comme on vient de le voir, donc SR87,0 sur SR86, encore une fois c'est inconnu, mais également identique pour tous les minéraux. Donc ça va être identique entre mes deux minéraux. Donc si je récapitule dans mon équation, j'ai deux variables, donc qui sont les deux premiers rapports là, et deux constantes, qui est le temps, et le rapport initial de SR87,0 sur SR86. Donc en fait, on a une équation de ce type, y est égal à ax plus b, avec y et x qui sont les deux variables, et a et b qui sont les deux constantes. Donc normalement, vous reconnaissez ce type d'équation, y égale à x plus b, c'est une équation de droite. Alors donc maintenant, si je mets tout ça dans un graphique, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai un graphique avec sur l'axe des ordonnées mon y, c'est-à-dire SR87 sur SR86. Et enfin, sur l'axe des abscisses, on a donc mon x, donc qui est Rb87 sur SR86. Je place mes deux minéraux dans ce graphique. Au temps 0, voici la position de ces deux minéraux. Donc je constate au temps 0 que l'ordonnée à l'origine, c'est la même pour les deux minéraux. Normal, parce que je vous avais dit que le SR87,0 sur SR86, c'est le même pour tous les minéraux. Et la pente là de ma droite est nulle. Pourquoi? C'est logique, parce que la pente de ma droite, c'est égal à, donc petit a qui est égal à E lambda t moins 1, or au t0, on a E de 0 moins 1, et donc E de 0 moins 1, ça fait 0. Donc on a une droite qui relie mes deux minéraux avec une pente nulle et une ordonnée à l'origine égale à SR87,0 sur SR86. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, qu'est-ce qui va se passer? L'ordonnée à l'origine, elle va toujours rester la même, en revanche, la pente de la droite va augmenter. C'est-à-dire que le rapport SR87 sur SR86 va progressivement augmenter, et au contraire, le rapport SR87 sur SR86
va lui progressivement diminuer. Donc on a les points là qui vont se déplacer comme ceci, et donc la pente de ma droite va augmenter. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que le petit t augmente, la pente de ma droite, donc le petit a, va ici augmenter progressivement. Donc si on a maintenant un t un peu plus élevé, on aura une pente un peu plus élevée, etc., etc. Et donc lorsque le temps se rapproche de l'infini, donc est très très grand, donc plus le temps augmente, plus en fait la pente de la droite va être verticale. Donc on voit bien là que finalement notre temps il dépend directement de la pente de notre droite là, qui relie les différents minéraux entre eux. Donc cette droite on la qualifie de droite isochrone, qui veut dire donc même de même temps, parce qu'en fait tous les mêmes minéraux de la même roche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont le même âge. Donc cette droite isochrone là, la pente de cette droite isochrone nous donne bien le temps. Et donc on peut retrouver assez facilement avec cette petite équation là, donc une fois qu'on a trouvé la pente de la droite, donc petit a, eh bien on peut retrouver donc dans cette équation le petit t. Donc pour bien vérifier que vous avez compris, voici une application concrète donc sur le granit de Saint-Sylvestre, donc qui se trouve à l'ouest du Massif central. Donc on a une roche, donc un granit, que l'on récupère à cet endroit-là, et donc on veut la dater. Donc comment on fait ? Donc, finalement c'est ça le plus important. Toute la théorie là qu'on vient de voir, ça sert finalement à dater des roches, et donc ce qu'il faut que vous sachiez faire, c'est réussir à dater des roches à partir des données qu'on peut avoir. Donc dans cette roche, les scientifiques vont donc analyser différents minéraux de la roche, afin d'obtenir, donc pour ces différents minéraux, leur rapport de rubidium 87 sur strontium 86, et leur rapport de strontium 87 sur strontium 86. Donc voici les résultats. Tous ces résultats-là, il va falloir les mettre dans un graphique d'ordonnées strontium 87 sur strontium 86 et d'abscisse rubidium 87 sur rubidium 86. Donc voici les différents points qui correspondent aux données de ce tableau. On constate que ces points sont alignés, donc ça c'est bien, ça prouve qu'on a une belle droite isochrone qu'on va pouvoir exploiter. Voilà, et donc on retrouve l'équation de la droite, qui est donc y est égal à 0,0042x plus 0,7327. Donc retrouver l'équation d'une droite à partir d'un nuage de points comme cela, c'est faisable assez facilement grâce au logiciel Excel. Et enfin, on n'a plus qu'à résoudre cette équation-là, donc petit a qui est la pente de la droite, donc 0,0042, est égal à e lambda t moins 1, sachant qu'on a lambda, qui est la constante de désintégration. Donc pour résoudre cette équation, on passe le moins 1 de l'autre côté, donc ça fait a plus 1 est égal à e lambda t, on met tout au logarithme népérien pour se débarrasser de cette fonction exponentielle là qui nous embête. Donc ça donne logarithme népérien de a plus 1 est égal à lambda t. Et enfin, je divise les deux côtés de mon équation par lambda afin d'isoler t. Donc ça donne bien t est égal à ln de a plus 1, le tout divisé par lambda. Donc si je remplace par mes valeurs numériques, donc a c'est la pente 0,0042, et lambda c'est le coefficient de désintégration du rubidium, donc qui est de 1,42 10 puissance moins 11. Donc là ça me donne un temps qui est égal à 295 millions d'années. Donc à l'aide de ça, je sais que mon granit de Saint-Sylvestre, il date de 295 millions d'années. Donc si je récapitule bien les différentes étapes, qu'est-ce que je fais ? Je relève donc les rapports rubidium 87 sur strontium 86 et strontium 87 sur strontium 86 dans différents minéraux. Ces valeurs-là, je les mets dans un graphique afin de trouver une droite isochrone. Ensuite, je trouve la pente de cette droite. Et enfin, donc j'applique la formule suivante, donc t est égal à ln de a plus 1 divisé par lambda pour trouver l'âge. Voilà, cette méthodologie-là, il faut vraiment la connaître. Parce que vous pouvez avoir à l'utiliser, donc que ce soit au GCE ou en devoir de type 2. Alors, lorsque l'on applique cette méthode de radiochronologie à différentes roches, donc de la croûte océanique ou de la croûte continentale, on se rend compte que les roches de la croûte océanique sont généralement beaucoup plus récentes que celles de la croûte continentale. Donc en gros, les âges des roches de la croûte océanique, ils sont pas plus vieux que 200 millions d'années. C'est-à-dire que 200 millions d'années, c'est vraiment le maximum de ce qu'on peut trouver dans un gabbro ou un basalte de la croûte océanique. En revanche, pour des roches de la croûte continentale, il peut y avoir des roches qui vont jusqu'à des âges de 4,4 milliards d'années. Donc là, vous voyez qu'on s'approche quand même de pas très très loin de l'âge de la création de la Terre. Donc voilà, c'était la dernière caractéristique de la croûte continentale, donc c'est qu'elle est plus âgée en moyenne que la croûte océanique. J'en ai maintenant terminé avec ce cours sur la radiochronologie,
et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours, encore une fois sur la croûte continentale, mais cette fois sur les déformations et le métamorphisme.